Bienvenue à Conte policier, un lieu où les motivations cachées et les soupçons discrets s'expriment. Ce soir, nous entrons dans l'univers perspicace de Miss Marple, l'affaire du manuscrit de minuit. Tout a commencé avec un paquet de pages oubliées, laissées sur un bureau à minuit pile, leurs mots portant des murmures de scandale et une vérité que quelqu'un aurait voulu enterrer. Qui a osé écrire ce qui n'était jamais destiné à être lu? Et pourquoi le manuscrit a-t-il refait surface sous le couvert de la nuit? Avant de commencer, dites-nous, quelle est votre époque préférée pour un bon roman policier? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les histoires pleines d'intrigues et de révélations subtiles, abonnez-vous pour rejoindre notre cercle de chercheurs de mystères. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous confortablement et découvrons la vérité. C'était un de ces après-midi de début d'été où l'air de St. Mary Mead semblait imprégné de roses et d'une légère odeur d'herbes fraîchement coupées. Le soleil avait chauffé toute la matinée, mais une légère brise soufflait maintenant par les fenêtres ouvertes de Parsons Row, emportant avec elle le son lointain des cloches de l'église. Madame Lavinia Draycott, veuve du défunt révérend Draycott, organisait un de ces thés raffinés, une occasion courante dans le village, mais qui attire toujours un public soigneusement sélectionné. Son salon était encombré de fauteuils, confortablement rembourrés, et de meubles impeccablement cirés datant de l'époque de son défunt mari, le genre de pièce où l'on s'attendrait à trouver des recueils de cantiques défraîchis et, de temps à autre, un sermon caché derrière un vase en porcelaine. Les invités, pour la plupart des personnalités locales de renom, étaient répartis avec une précision mondaine. Madame Bantry, impatiente d'être la première à partager la moindre nouvelle du village. Le colonel Hartnell, retraité et colérique, qui prétendait détester les ragots et pourtant ne manquait jamais une réunion. Mademoiselle Amanda Farrow, la jeune institutrice à l'air d'une intelligence inquiète, et au fond, assise tranquillement avec son tricot, Mademoiselle Jane Marple. La conversation fut d'abord dominée par les banalités agréables du temps et des jardins. Madame Bantry se lança dans la description d'une floraison particulièrement belle de ces rosiers grimpants. Le colonel acquiesça d'un ton bourru, et Madame Draycott servit le thé avec la confiance sereine d'une femme dont les scones étaient universellement admirés. Pourtant, sous ces bavardages superficiels, un murmure d'attente régnait. Les villageois chuchotaient au sujet d'un nouvel arrivant au vieux manoir. Monsieur Geoffrey Lennox, un homme d'une quarantaine d'années, qui avait l'air d'avoir beaucoup voyagé dans le monde, mais préférait en parler peu. Ses manières étaient courtoises, mais réservées, et plus, d'un avait remarqué que les fenêtres de son bureau étaient éclairées bien après minuit. Madame Bantry, les yeux brillants d'une curiosité à peine contenue, se pencha. J'ai appris par Madame Pringle, de la Poste, que M. Lennox avait reçu un colis de Londres hier. Un colis assez volumineux, emballé dans du papier Kraft, lourd, dit-elle. Le colonel Hartnell renifla. Ça pourrait être des livres ou du vin. Les gens tirent trop de conclusions de ces choses-là. Peut-être, répondit Madame Bantry, l'air de quelqu'un qui ne veut pas abandonner une théorie prometteuse. Mais Madame Pringle jure avoir entendu les mots « manuscrit » et « urgent » lorsque le livreur a parlé. Miss Marple, sans lever les yeux de ses aiguilles, remarqua d'un ton doux. Il est remarquable de voir combien de fois les affaires urgentes arrivent sous un simple emballage brun. J'ai connu un vicaire qui a reçu un tel colis, et, en une semaine, il a démissionné de son poste. Elle n'en dit pas plus, et son ton était celui d'une réminiscence désinvolte.
malgré une lueur d'intérêt dans ses yeux bleus pâles. C'est alors que la porte du salon de Madame Draycott s'ouvrit et que M. Lennox entra en personne, grand et mince, ses cheveux blonds commençant à virer, au gris argenté. Il avait l'air d'un homme peu habitué à de telles réunions, mais déterminé à rester poli. Madame Draycott, rayonnante, le conduisit vers la table à thé. « Vous arrivez juste à temps, monsieur Lennox. Nous parlions de votre jardinage, je crois ?» dit-elle en jetant un regard discret à Madame Bantry, qui rougit légèrement. « J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup travaillé au jardin, » dit monsieur Lennox d'une voix égale mais prudente. « Mon travail me force à rester à l'intérieur la plupart du temps. Et ce travail, demanda le colonel Hartnell sans détour. « Littéraire, répondit M. Lennox après une pause. Je suis éditeur de métier. En ce moment, je révise un manuscrit assez ancien, un travail fascinant. » Miss Marple leva alors les yeux, ses aiguilles à tricoter, s'immobilisant une fraction de seconde. « Les vieux manuscrits sont souvent liés à des histoires, je trouve. Parfois des histoires plutôt dangereuses. » Sa voix se perdit presque dans le tintement des tasses, mais M. Lennox la regarda fixement avant d'esquisser un sourire. « Une pièce de collection, rien de plus, » dit-il d'un ton léger. Pourtant, sa main, alors qu'il attrapait le sucre, tremblait suffisamment pour que Miss Marple le remarque. La conversation s'orienta vers des sujets plus sûrs, mais une tension subtile semblait s'être installée dans la pièce. M. Lennox ne resta qu'une demi-heure, prenant congé après s'être poliment excusé. Après son départ, Madame Bantry se pencha vers Madame Draycott. « C'est moi bien, Lavinia. Il y a quelque chose dans sa maison qu'il ne veut pas que quiconque voie. » La réunion se dispersa peu après, les invités se dispersant dans la somnolence de l'après-midi d'été. Miss Marple rentra chez elle à son rythme habituel, s'arrêtant ici et là pour admirer une digitale particulièrement belle ou échanger quelques mots avec les voisins de passage. Elle repensa au regard que M. Lennox lui avait lancé lorsqu'elle lui avait parlé d'histoires dangereuses et au léger tremblement de sa main. Ce n'était pas le comportement d'un homme parfaitement à son aise. Cette nuit-là, le village dormait sous une lune paisible, à l'exception des aboiements occasionnels d'un chien au loin. Mais au petit matin, une silhouette fut aperçue se hâtant le long du chemin vers le manoir. Une silhouette portant ce qui semblait être un paquet enveloppé dans un tissu sombre. Le guetteur, un jeune homme livrant du lait au petit matin, n'y prêta aucune attention jusqu'à ce que le village tout entier soit réveillé par le son des sirènes de police. À 6h30, la nouvelle s'était répandue. M. Geoffrey Lennox avait été retrouvé mort dans son bureau, affalé sur son bureau, le paquet enveloppé de papier Kraft introuvable. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Pourtant, les papiers sur son bureau avaient été éparpillés, comme lors d'une bagarre. Et plus curieuse encore, le seul indice laissé derrière lui était une feuille de papier jauni, sur laquelle étaient écrits, d'une écriture fine mais tremblante, les mots suivants « Minuit nous le dira ». Le village s'éveilla dans un frémissement de spéculation et de peur. Madame Bantry fut la première à déclarer qu'il s'agissait d'un meurtre. Le colonel Hartnell plaida pour des causes naturelles, même s'il concéda que la disparition du colis était étrange. La police, appelée de Much Benham, commença son enquête avec la rapidité et l'efficacité d'hommes sûrs de leur méthode. Miss Marple, cependant, n'était pas pressée. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les premières réponses étaient rarement les bonnes. Ce matin-là, elle était assise tranquillement dans son jardin, taillant ses rosiers et pensant à la main tremblante de M. Lennox,
à ses fenêtres éclairées par la nuit et à la phrase étrange laissée sur son bureau. Quelque part dans cet enchevêtrement de détails, elle en était certaine, se trouvait le premier fil conducteur de la vérité. Le lendemain matin, le choc de la mort de M. Lennox s'était installé dans le rythme particulier des commérages villageois. Conversations chuchotées dans les boutiques, remarques inaudibles aux portes des jardins et pauses soudaines au passage d'un inconnu. À St. Mary Mead, la tragédie avait tendance à devenir un bien commun en quelques heures, chaque récit s'enrichissant de subtils embellissements, chacun y ajoutant sa propre interprétation. Chez l'épicier de High Street, Madame Bantry tenait déjà sa cour près des sacs de sucre, s'exprimant avec la conviction de quelqu'un qui avait été présent au moment même du crime, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. C'était un meurtre, croyez-moi, insista-t-elle auprès de Madame Price Ridley, dont l'expression d'horreur pieuse masquait une vive curiosité. L'homme était bien trop en bonne santé pour simplement mourir. Et cette histoire de colis disparu, eh bien ce n'était pas une coïncidence. Madame Price Ridley pinça les lèvres. Il faut se méfier des accusations, Dolly. Pourtant, j'ai entendu dire par Edith Simmons, sa cousine est agent de police, que la pièce était dans un état lamentable. Et apparemment, il y avait une fenêtre ouverte. C'est évident, déclara Madame Bantry. Quelqu'un a voulu récupérer ce manuscrit. Ce qu'il contenait devait avoir une valeur telle qu'il valait la peine de tuer. Juste derrière l'étagère de saumon en conserve, Miss Marple examina un pot de marmelade, comme si son étiquette l'intéressait profondément. Elle écoutait sans en avoir l'air, sa voix douce se réservant pour une question occasionnelle sur le prix du thé. L'expérience lui avait appris que les ragots étaient souvent plus révélateurs par ce qu'ils esquissaient que par ce qu'ils proclamaient. Plus tard dans la journée, Miss Marple taillait ses grosseillers lorsqu'elle entendit le bruissement familier du chapeau de paille de Madame Bartlett s'approcher le long de l'allée du jardin. Madame Bartlett habitait 2 maisons plus loin et avait l'heure de connaître les moindres détails de ses voisins. Elle se pencha par-dessus le muret de briques, les yeux brillants d'une nouvelle fraîche. On dit que la police a trouvé une légère odeur de tabac à pipe dans le bureau de M. Lennox, confia-t-elle. Pas la sienne. Il fumait des cigarettes, voyez-vous. Et il y avait des traces de pas boueuses, de taille 4, allant de la porte-fenêtre au bureau. Le sécateur de Miss Marple s'immobilisa en plein vol. Taille 42, vous dites. Eh bien, c'est une taille assez courante, appartenant probablement à un homme. Exactement ce que je pensais. Acquiesça Madame Bartlett, visiblement ravie. Et saviez-vous que M. Lennox avait reçu une visite la veille de sa mort? Quelqu'un d'extérieur au village. Un homme de grande taille, portant un pardessus sombre malgré la chaleur. Miss Marple murmura simplement « C'est très curieux » et retourna à sa taille, tout en réfléchissant aux différentes possibilités. Un inconnu en manteau sombre, des empreintes de paix boueuses, un manuscrit manquant, et cette note étrange. Minuit nous le dira. Les morceaux étaient éparpillés, mais certains semblaient se bousculer. Dans l'après-midi, la police avait établi sa base au manoir, et les allées et venues des agents étaient observées de tous les points de vue possibles. L'inspecteur Graves, un homme solide, aux cheveux clairsemés et à l'air pragmatique, avait pris les choses en main. Il avait peu de temps à perdre avec les spéculations d'amateurs, et encore moins avec les interférences de villageois bien intentionnés. Lorsque le colonel Hartnell, plein de vivacité militaire, proposa son aide pour la surveillance stratégique, l'inspecteur déclina poliment mais fermement. Miss Marple rencontra l'inspecteur Graves dans la ruelle près du bureau de poste. Elle le salua avec sa courtoisie habituelle
et s'enquit de son travail, recevant une réponse évasive. L'inspecteur, conscient de sa réputation, mais peu enclin à l'encourager, resta vague. « Il est encore tôt, Miss Marple, mais il semble évident que M. Lennox connaissait son assassin. Comme c'est intéressant, dit-elle d'un ton doux. Je suppose que cela expliquerait l'absence d'effraction. Mais j'imagine qu'on pourrait aussi laisser une fenêtre ouverte pour une personne attendue. » L'inspecteur lui jeta un rapide coup d'œil, mais n'ajouta rien. Il poursuivit son chemin, laissant à Miss Marple le vague sentiment qu'il se concentrait sur les suspects évidents. Ceux qui connaissaient le mieux Lennox, ceux qui, dans le village, signifiaient très peu. Ce soir-là, alors que l'horloge de l'église sonnait 7 heures, Madame Bantry arriva sans prévenir au cottage de Mademoiselle Marple, apportant un panier de fraises primeur. Elle accepta le thé et s'installa dans la plus belle chaise près de la cheminée. « J'ai réfléchi à cette phrase. Minuit nous le dira, dit-elle. On dirait le titre d'un livre, plutôt, acquiesça Miss Marple. Ou peut-être la réplique d'un roman. Je me souviens d'un roman assez affreux dans lequel le meurtrier s'était forgé un alibi jusqu'à minuit. Après cela, tout le plan s'est effondré. » Madame Bantry se pencha en avant. « Tu crois que c'est ce qui s'est passé ici? Que quelqu'un a tout planifié à une heure précise ?» L'expression de Miss Marple était pensive. « Je pense, dit-elle lentement, que de telles phrases sont rarement fortuites. Les gens qui laissent des mots ont généralement pour but d'être compris, ou mal compris, par une personne précise. » Un coup frappé à la porte les interrompit. C'était le jeune Tommy Carter, le neveu du laitier, qui semblait visiblement mal à l'aise. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, mais j'ai entendu dire que vous vous enquériez de ce que j'ai vu cette nuit-là. Je ne voulais rien dire devant la police. Il pose trop de questions, mais je pense que vous saurez quoi faire. » Il déplaçait d'un pied à l'autre. Tôt le matin, alors que je livrais, j'ai vu quelqu'un se diriger vers le manoir. Il portait un paquet sous le bras, de la taille d'une boîte de livres. Je ne voyais pas son visage, mais il marchait vite et portait des gants noirs. Miss Marple le remercia chaleureusement et lui glissa une demi-couronne dans la main pour le dérangement. Après son départ, elle se tourna vers Madame Bantry. Il est tout à fait normal de dire de telles choses quand on n'est pas officiellement impliqué. Les yeux de Madame Bantry brillèrent. « Et vous, qu'en pensez-vous? » « Cela, dit Miss Marple, dépend si le paquet arrivait ou partait. » La nuit tombait sur Sainte. Mary Mead, le brouhaha des ragots s'apaisant derrière les rideaux tirés et les portes verrouillées. À Manor House, la police travaillait tard, fouillant le bureau à la recherche d'indices oubliés. Et à la fenêtre de son cottage, Miss Marple tricotait, à la lumière de la lampe, son esprit assemblant les bribes d'informations de la journée, en un modèle encore incomplet. Mais une chose était sûre, la vérité sur le manuscrit de minuit résidait non seulement dans les pages poussiéreuses d'un vieux livre, mais aussi dans le cœur et l'histoire des personnes qui avaient croisé le chemin de M. Lennox. Le lendemain matin de la confession hésitante de Tommy Carter, Sainte Mary Mead se réveilla en voyant l'inspecteur Graves arpenter le village d'un pas décidé, son carnet sous le bras et son chapeau baissé. Il s'arrêta d'abord à la poste, échangeant quelques mots avec Madame Pringle, puis se dirigea vers l'épicerie, recueillant des informations au fur et à mesure. Les villageois l'observèrent avec un intérêt poli, leurs salutations chaleureuses, mais leurs regards perçants, comme si chacun espérait saisir quelque chose dans son expression. En milieu de matinée, il était de notoriété publique que l'inspecteur avait l'intention de concentrer son attention sur ceux qui avaient accompagné
M. Lennox dans les heures précédant sa mort. La liste n'était pas longue. Madame Draycott, qui avait offert le thé à Parsons Row, le colonel Hartnell, qui avait quitté la réunion tôt pour vérifier les outils de jardin, comme il le disait, à qui le demandait. Mademoiselle Amanda Farrow, l'institutrice, et curieusement, une certaine Madame Edwina Blake, une cousine de Madame Draycott, en visite au village depuis à peine une semaine. L'inspecteur Graves rendit d'abord visite à Madame Draycott, qui le reçut dans son salon bien rangé, avec un mélange d'appréhension et d'empressement. « Quelle horreur, inspecteur !» dit-elle en versant du thé dans de délicates tasses en porcelaine. « Mais je ne peux pas croire que quelqu'un de notre village puisse être capable d'une chose pareille. On est capable de plus que vous ne le pensez, Madame Draycott, » répondit Graves, en sortant son carnet. « Vous avez vu M. Lennox au thé. Comment vous semblait-il? Parfaitement bien. Peut-être un peu préoccupé, mais c'était son habitude. Il a parlé d'un manuscrit, je crois. Oui, il a dit que c'était une pièce de collection. Et a-t-il parlé à quelqu'un en particulier? » Madame Draycott hésita. Eh bien, Madame Blake semblait intéressée par son travail. Ils ont discuté tranquillement dans un coin pendant un moment. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Edwina adore les livres, mais maintenant... Elle secoua la tête, comme si elle ne voulait pas aller au bout de sa pensée. De là, Graves se rendit auprès du colonel Hartnell, qui le reçut sur la véranda d'un air renfrogné. « Si vous êtes ici pour me demander si j'ai tué Lennox, je peux vous épargner cette peine. Non. Cet homme était un drôle de poisson, mais je n'avais rien contre lui. Je suis ici pour observer vos déplacements, colonel, » dit l'inspecteur d'un ton neutre. « Vous avez quitté le salon de thé de Madame Draycott plus tôt que prévu. Parce que tout ça tournait au commérage, je suis rentré, j'ai lu le journal, et j'ai dîné tôt. Tu peux demander à ma gouvernante, elle te le dira. » Pendant ce temps, Miss Marple s'enquêtait discrètement, mais sa méthode était totalement différente. Elle s'arrêta à l'école, sous prétexte d'apporter à Miss Farrow une bouture de son jardin. La jeune institutrice, peut-être ravie de l'interruption, l'invita à entrer pour une brève conversation. « C'est terrible, Miss Marple, » dit Miss Farrow, en faisant tourner un mouchoir sur ses genoux. « Je connaissais à peine M. Lennox, mais il semblait gentil, discret, mais gentil. Vous lui avez parlé au thé, je crois, » demanda doucement Miss Marple. « Oui, il a posé des questions sur l'histoire du village. Il semblait s'intéresser aux vieux registres, aux registres paroissiaux, etc. Je lui ai dit que la plupart d'entre eux étaient conservés à la bibliothèque du presbytère. C'est très intéressant, » murmura Miss Marple. Elle savait que l'intérêt de M. Lennox pour les vieux disques était peut-être innocent, ou peut-être pas. Cet après-midi-là, l'inspecteur convoqua une réunion informelle au manoir. Étaient présents Madame Draycott, le colonel Hartnell, Mademoiselle Farrow et Madame Blake. Mademoiselle Marple, bien que non invitée, se retrouva à passer devant le portail, juste au bon moment pour être remarquée par l'agent Hughes, qui peut-être contre son gré la laissa entrer. Graves exposa ce qu'il appelait la vision directe de l'affaire. M. Lennox travaillait sur un vieux manuscrit, suffisamment précieux pour attirer l'attention. Quelqu'un du village en avait eu connaissance, peut-être en l'entendant parler au goûter, et s'était arrangé pour le récupérer. Les empreintes de pas, le paquet manquant et la fenêtre ouverte suggéraient que le voleur était entré par le jardin. Une bagarre s'en était suivie, et Lennox avait été mortellement atteint, mais la cause précise du vol était encore en cours d'examen par le coroner. Il est possible, conclut Graves, que le tueur ait été vu emportant le colis au petit matin. Nous avons un témoin qui a vu quelqu'un dans la ruelle. Madame Blake
s'agita sur son siège. « Vous voulez dire que vous pensez que l'un de nous l'a fait? Je pense, a déclaré Graves, que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. » Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, remarqua les réactions subtiles autour de la table, la respiration choquée de Madame Draycott, la posture raidie du colonel Hartnell, les yeux baissés de Miss Farrow et le regard plissé de Madame Blake. Elle ne dit rien, mais son esprit digéra déjà ce qu'elle avait observé. À la fin de la réunion, Madame Blake s'attarda près de la cheminée, examinant un croquis encadré. Mademoiselle Marple s'approche. « Quel charmant dessin, vous ne trouvez pas ?» dit-elle doucement. Madame Blake la regarda, surprise, comme si ses pensées étaient ailleurs. « Oui, tout à fait. Je suppose que vous avez vu mieux lors de vos voyages, » poursuivit Miss Marple. « Madame Draycott m'a dit que vous étiez allé à l'étranger. »« Un peu, » dit brièvement Madame Blake, avant de s'éloigner. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les haies, Miss Marple était assise sur son banc de jardin, son tricot sur les genoux. Elle songea à la théorie de l'inspecteur. Elle était claire, plausible et probablement fausse. Les êtres humains, elle le savait, commettaient rarement des meurtres de manière aussi nette et directe. Il y avait toujours des embrouilles, de vieux griefs, des peurs cachées, des dettes d'amour ou de rancune qui ne se mesuraient non pas en pièces. Les mots sur ce papier jauni, « Minuit le dira », persistaient dans son esprit. Un avertissement, une vantardise, ou peut-être un signal destiné à quelqu'un qui ne s'était pas encore révélé. Quelle que soit la réponse, Miss Marple était certaine qu'elle ne se trouverait pas en se contentant de l'évidence. Au loin, l'horloge de l'église sonna 8 heures, son carillon résonnant par-dessus les toits, quelque part dans les ruelles tranquilles de Seine. Mary Mead, le tueur, marchait libre, confiant dans sa supercherie. Mais Miss Marple, avec son regard perçant et sa patience, avait déjà commencé à démêler les fils. Le lendemain matin, la théorie bien ficelée de l'inspecteur avait pris une tournure plus précise. La nouvelle se répandait discrètement dans les ruelles et les haies. Une personne d'intérêt avait été identifiée. Aucune annonce officielle ne fut faite, bien sûr, mais à Saint Mary Mead, une telle nouvelle n'avait guère besoin d'être encouragée, fleurir une certitude absolue. Les murmures, doux comme le vent dans l'herbe, se concentrèrent bientôt autour d'un nom. Madame Edwina Blake. C'est Madame Bartlett qui annonça la nouvelle à Mademoiselle Marple, penchée par-dessus le mur du jardin, dans la lumière matinale. On dit qu'elle est à l'étranger depuis des années, en France ou en Espagne, selon la personne à qui on pose la question. Elle revient sans même avoir de mari, ni d'explication valable. Et n'était-ce pas bien pratique qu'elle soit arrivée au village une semaine seulement, avant toute cette horrible affaire? Miss Marple sourit faiblement. On pourrait dire que ce moment est plus mal choisi que opportun. Mais dites-moi, Madame Bartlett, qu'est-ce qui rend l'inspecteur si certain? Oh, c'est le thé, chez Madame Draycott, dit Madame Bartlett en baissant la voix. Madame Blake a été vue en conversation privée avec Monsieur Lennox, et c'est ce qui m'a fait sursauter. Elle lui aurait apparemment posé directement des questions sur le manuscrit. Madame Draycott dit avoir entendu les mots « précieux » et « dangereux » très clairement. Miss Marple réfléchit. « Dangereux est un mot qui peut signifier beaucoup de choses », dit-elle d'un ton doux. « D'après mon expérience, on l'utilise souvent pour désigner des personnes plutôt que des objets. » Pendant ce temps, l'inspecteur Graves poursuivait son enquête. Il avait convoqué Madame Blake au manoir pour ce qu'il qualifiait de conversation de clarification. L'inspecteur était poli, mais direct. Madame Blake
Vous avez parlé du manuscrit avec M. Lennox la veille de sa mort. Pourquoi? Madame Blake était assise très droite sur sa chaise, ses mains gantées croisées sur ses genoux. Parce que j'en avais entendu parler, pas en détail, mais j'avais entendu parler d'un manuscrit qui avait disparu d'une collection privée à Londres il y a quelques années. Quand M. Lennox a mentionné qu'il travaillait sur un vieux document, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas du même. « Tu lui as dit ça ?» demanda l'inspecteur. J'y ai fait allusion. Il est resté évasif. Grave se pencha en avant. « Où étiez-vous la nuit de sa mort ?»« Chez mon cousin. On s'est couché tôt. J'ai lu au lit jusqu'à minuit, puis j'ai dormi jusqu'au matin. Madame Draycott peut confirmer qu'elle m'a entendu bouger à l'étage. » L'expression de l'inspecteur ne changea pas, mais la formalité de ses questions se fit plus aiguë. « Madame Blake, possédez-vous des chaussures de marche pointure 44 ?» Ses yeux clignèrent. « Oui, c'étaient ceux de mon défunt mari. Je les porte parfois dans le jardin. Je ne vois pas en quoi cela pourrait avoir un rapport. » Au village, le nom de Madame Blake fut bientôt sur toutes les lèvres. Le colonel Hartnell, coincé par Madame Bantry devant le bureau de poste, déclara que l'inspectrice avait enfin trouvé la bonne réponse, qualifiant ses voyages à l'étranger de choses qui rendent les gens indécis. Mademoiselle Amanda Farrow, bien que réticente à médire de qui que ce soit, admit que Madame Blake avait été plutôt intense dans son interrogatoire de M. Lennox lors du thé. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas convaincre. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Draycott, qui se trouvait dans son salon, gantée. « Ma chère Lavinia, » dit Miss Marple, « je me demandais si je pouvais vous déranger au sujet de l'autre jour. Vous avez mentionné avoir entendu Madame Blake et M. Lennox discuter. Vous souvenez-vous exactement de ce qui a été dit? » Madame Draycott a posé son emploi. « Oh, Jane, je ne me souviens plus très bien. Mais je me souviens bien que Madame Blake a dit « Si c'est ce que je pense, tu es peut-être en danger. » Et M. Lennox a ri d'un air gêné et a répondu « Le danger est une question de timing. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Le timing, dites-vous? C'est intéressant. Et y avait-il autre chose? » « Oui, il a dit quelque chose vers minuit. Mais je ne me souviens pas si c'était une plaisanterie. » Quittant le cottage de Madame Draycott, Mademoiselle Marple rentra chez elle à pas lents, repensant à ce fragment de conversation. Danger, moment opportun, minuit. Il était possible, bien sûr, que Madame Blake ait été sincèrement inquiète pour la sécurité de M. Lennox. Pourtant, l'interrogatoire de l'inspecteur semblait focalisé sur sa culpabilité, comme si aucune autre explication ne suffisait. Le lendemain matin, un autre rebondissement se produisit. L'agent Hughes, soucieux d'impressionner, confia à l'épicier que les gants de Madame Blake avaient été envoyés pour examen. Une trace d'encre ancienne avait été trouvée sur le bout des doigts, un brin foncé, du genre souvent utilisé sur les documents anciens. L'information se répandit plus vite qu'un orage d'été. À midi, le récit s'était transformé en une confession complète, avec une scène imaginaire de Madame Blake fuyant le bureau, le manuscrit sous le bras. Ce soir-là, Mademoiselle Marple assista aux vêpres à l'église. Madame Blake était là, assise 2 bancs plus loin, la tête baissée, la posture ferme. Après la messe, Mademoiselle Marple s'approcha d'elle dans le cimetière. « Un beau sermon ?» dit-elle doucement. Madame Blake esquissa un léger sourire. « Oui, c'était réconfortant. »« Le réconfort peut être précieux quand on est en difficulté, » dit Miss Marple, le regard fixe. « Vous devez trouver ces rumeurs difficiles. » Les lèvres de Madame Blake se pincèrent. « Ils croiront ce qu'ils voudront. Je n'ai rien à cacher. » Miss Marple inclinait sa tête. « Parfois, ma chère, ce n'est pas ce que l'on cache qui compte,
mais ce que les autres choisissent de voir. En se séparant, Miss Marple repensa à cet échange. Aucune trace de culpabilité ne transparaissait dans l'attitude de Madame Blake, seulement de la frustration, celle qui survient lorsqu'on est pris au piège des circonstances plutôt que des actes. Et pourtant, elle n'avait pas prononcé un seul mot pour se défendre. Au manoir, la conviction de l'inspecteur envers le suspect qu'il avait choisi se renforçait. Il avait ordonné une perquisition dans la chambre de Madame Blake chez Madame Draycott, ne trouvant rien d'important, hormis un petit carnet d'adresses et un billet de train pour Londres daté de 15 jours avant le meurtre. Pourtant, insistait-il, l'absence de preuves pouvait tout aussi bien signifier qu'elle avait été prudente. Miss Marple, rentrant chez elle sous les premières étoiles du soir, n'avait qu'une certitude. Si Madame Blake était coupable, elle était bien plus intelligente que ne le pensait l'inspecteur. Et si elle était innocente, alors le véritable meurtrier observait discrètement le déroulement des événements, se contentant de laisser les soupçons s'installer dans un mauvais terreau. Les jours qui suivirent furent chargés d'une sorte de calme estival, mais sous le bourdonnement somnolent des abeilles et le doux bruissement des feuilles, l'air de St. Mary Mead semblait tendu. L'attention de l'inspecteur sur Madame Blake avait tracé des lignes dans le village. Ceux qui la croyaient coupable et ceux qui pensaient que tout cela était une erreur. Miss Marple, comme à son habitude, ne prit pas parti à voix haute, même si ses aiguilles à tricoter cliquetaient dans une contemplation silencieuse. C'est le 3e matin, après l'interrogatoire de Madame Blake, que Mademoiselle Marple décida de se diriger vers le manoir. Elle se disait qu'elle souhaitait admirer les roses du chemin, mais en réalité, elle espérait voir le bureau de ses propres yeux. L'inspecteur Graves était absent, convoqué à Much Benham pour une réunion. Mais l'agent Hughes était sur ses gardes et, après une conversation amicale sur les rhumatismes de sa mère, il se montra sensible à la suggestion de Mademoiselle Marple, selon laquelle le regard neuf d'une dame pourrait repérer quelque chose d'utile. Le bureau était une belle pièce, quoique plutôt encombrée. Le bureau dominait l'espace, les papiers empilés en piles inégales, un buvard écarté. Une légère odeur flottait dans l'air, pas celle du tabac, mais quelque chose de plus âcre, presque médicinal. Miss Marple se déplaçait lentement, son regard scrutant les détails. Les livres éparpillés sur une table d'appoint, la porte-fenêtre ouverte donnant sur le jardin, et les lourds rideaux tirés et retenus par des cordons à glands. C'est là, près de la fenêtre, qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Dans l'épais tissu du rideau, juste à hauteur d'épaule, une légère tache brune. Elle se pencha. Ce n'était ni de la poussière, ni du pollen. Elle sortit un mouchoir propre de sa poche et le toucha légèrement. Lorsqu'elle se recula, le tissu laissa apparaître une traînée d'encre séchée, de la même teinte brun foncé dont elle avait entendu parler à voix basse à propos des gants de Madame Blake. Miss Marple ne dit rien, mais son esprit commença à explorer les possibilités. Si l'encre sur les gants de Madame Blake provenait bien du manuscrit, pourquoi y avait-il une trace correspondante sur le rideau? Et surtout, pourquoi à hauteur d'épaule, loin du bureau? À moins, bien sûr, que le manuscrit n'ait été déplacé vers la fenêtre. Son regard se porta sur le jardin. L'herbe était désormais nette, mais près de la haie, il y avait une parcelle dont le sol avait été récemment remué. Un jardinier aurait pu le faire, mais la forme était étrange, allongée plutôt que ronde, comme si quelque chose d'étroit avait été placé là, brièvement. Elle interrogea l'agent Hughes à ce sujet, mais il haussa les épaules. L'inspecteur a dit que ce n'était rien. Peut-être que le chat l'a griffé. Miss Marple sourit, le remercia et se retira.
Mais l'idée de cette trace d'encre la hantait. De retour dans son cottage, elle sortit une petite boîte du placard contenant des échantillons d'encre ancienne, provenant d'une vente caritative à laquelle elle avait participé. Elle compara la tache brune sur son mouchoir à l'échantillon le plus ancien. C'était une encre ferro-gallique, couramment utilisée dans les documents historiques, mais qui, avec le temps, prenait un brun foncé caractéristique, presque café. On ne retrouve pas ce genre d'encre dans un stylo moderne. Ce soir-là, elle rendit visite à Madame Bantry, soi-disant pour lui apporter un pot de sa confiture de ketch maison. Elles s'installèrent dans le salon, fenêtres ouvertes sur la chaleur. « Dites-moi, Dolly, » commença Miss Marple, « vous souvenez-vous avoir vu quelqu'un s'approcher de la fenêtre au goûter de Madame Draycott ?» Madame Bantry fronça les sourcils. « La fenêtre ? Voyons voir. » Monsieur Lennox resta là un moment, regardant vers l'église, et je crois que Madame Blake le rejoignit un instant. « Pourquoi ? » ?»« Oh, sans raison, » répondit Miss Marple d'un ton léger. « Je pensais simplement à la fréquence à laquelle les gens se tournent vers les fenêtres lors de conversations qu'ils préfèrent garder privées. » Les yeux de Madame Bantry brillèrent. « Voulez-vous dire qu'il complotait quelque chose ? » ?»« Pas forcément, » répondit Miss Marple. « Mais ces positions permettent de parler sans être entendues. Et elles permettent aussi de voir quiconque approche. » Madame Bantry se pencha en avant. « Jane, tu dois me dire, penses-tu que Madame Blake est coupable ?» Miss Marple sourit doucement. « Ma chère, j'ai vécu trop longtemps pour être certaine de la culpabilité ou de l'innocence de quiconque sitôt dans une affaire. Mais je suis certaine que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent. » Le lendemain matin, une nouvelle, certes modeste, mais significative, arriva. Le rapport préliminaire du coroner suggérait que M. Lennox n'était pas mort d'un coup lors d'une bagarre, comme on le pensait initialement, mais d'un choc soudain et violent, probablement dû à une vision ou une audition inattendue. Le seul signe de blessure physique était une contusion à la tempe qui aurait pu se produire lors de son effondrement. Cette révélation a remis en cause la théorie bien ficelée de l'inspecteur. S'il n'y avait pas eu de violente bagarre, le manuscrit manquant avait probablement été emporté après sa mort, voire avant. Et si c'était avant, le mobile du tueur n'était peut-être pas le vol. Miss Marple apprit cela de M. Davies, le bedeau de l'église, qui avait surpris un agent de police en parler devant le bureau du coroner. Elle le remercia, les yeux légèrement plissés. Un décès par choc pouvait avoir de nombreuses significations, mais il était rarement sans cause. Cet après-midi-là, elle retourna dans le chemin près du manoir et resta un long moment à contempler la haie au-delà du jardin. La parcelle de terre était toujours là, intacte depuis sa dernière visite. Elle ne pouvait pas encore le prouver, mais elle était certaine que quelque chose avait été transmis ou caché à cet endroit précis. Plus tard, tandis que les ombres du soir s'allongèrent, elle emporta son tricot jusqu'au banc du jardin. Le cliquetis de ses aiguilles était régulier, mais son esprit était fixé sur la trace d'encre, le sol remué et le rapport du coroner. Quelque part parmi ces petits détails se trouvait la vérité, mais il faudrait de la patience pour la faire éclater au grand jour. Et la patience, elle le savait, était son arme la plus fiable. À l'intérieur, la cloche de l'église sonna 8 heures, son son résonnant dans tout le village. Miss Marple leva brièvement les yeux vers le manoir, où les lumières du bureau étaient désormais éteintes. Quelque part, pensa-t-elle, quelqu'un savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là,
et il comptait sur le fait que les autres chercheraient au mauvais endroit. Les douces et calmes journées du début de l'été auraient pu bercer la plupart des villages d'une douce quiétude, mais à Syne, Mary Mead, l'air semblait bourdonner de tensions discrètes. Le manuscrit disparu n'était plus seulement une curiosité. Il était devenu un sujet de fierté, de suspicion et de scandale chuchoté. Les conversations s'interrompaient brusquement à la mention de certains noms. Les voisins commencèrent à choisir leurs confidents avec soin. Et Miss Marple, se déplaçant sereinement parmi eux, captait les lueurs de regards circonspects et de mots soigneusement choisis. Les conclusions du coroner, selon lesquelles la mort de M. Lennox avait été causée par un choc soudain, avaient perturbé davantage que la théorie de l'inspecteur. Elles avaient également semé le malaise chez ceux qui avaient parlé à l'homme dans ces derniers jours. Qu'est-ce qui avait bien pu être si alarmant pour mettre fin à ces jours en un instant? Madame Bantry, qui avait pris soin de rester à l'écoute, entra précipitamment dans le jardin de Miss Marple un après-midi, sous prétexte de lui apporter un pot de miel. « Jane, vous n'allez pas le croire, » commença-t-elle, sans même attendre qu'on l'invite à s'asseoir. La femme de chambre de Madame Draycott jure avoir entendu M. Lennox se disputer avec quelqu'un dans le bureau la veille de sa mort. Miss Marple leva les yeux de son tricot, l'air doux. « Vous vous disputez, dites-vous » A-t-elle reconnu la voix? Elle n'en est pas certaine, mais elle pense que c'était peut-être le colonel Hartnell. Elle a entendu les mots, pas le droit, et c'est à moi. Eh bien, c'est le plus beau. La servante dit avoir entendu à nouveau la voix du colonel, marmonnant, alors qu'il partait par le chemin de traverse. Miss Marple hocha lentement la tête. On utilise souvent un langage possessif dans les disputes, Dolly. Mais que ce soit littéral ou simplement émotionnel, c'est une autre histoire. Le colonel Hartnell, confronté plus tard dans la journée à l'inspecteur Graves, était indigné. J'ai parlé à Lennox, oui. Je lui ai dit que si le manuscrit était bien ce que je soupçonnais, il n'avait aucun droit de le cacher aux autorités. C'est une affaire d'importance nationale, mon vieux, mais je ne l'ai pas tué. Graves le pressa de lui fournir des détails, mais le colonel resta muet. Mademoiselle Marple, cependant, apprit la suite de Madame Bartlett ce soir-là. Le colonel pense que le manuscrit est une sorte de document militaire de la Grande Guerre, quelque chose qui pourrait embarrasser certaines personnes s'il était rendu public. C'était une approche entièrement nouvelle. Un dossier militaire pouvait expliquer le secret, mais il pouvait aussi révéler des motivations bien au-delà du village. Le soir même, Miss Marple rendit visite à Miss Amanda Farrow à l'école. La jeune femme semblait plus nerveuse que jamais, regardant vers la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un. Lorsque Miss Marple l'interrogea, gentiment, sur sa conversation avec M. Lennox, Miss Farrow hésita, puis répondit. Il m'a posé des questions sur les registres paroissiaux, naissance, décès, mariage. Je lui ai dit que j'avais vu d'anciennes inscriptions qui pourraient l'intéresser, mais je ne lui ai pas tout dit. Miss Marple pencha la tête. Parce que, Mademoiselle Farrow baissa la voix, parce que certaines de ces entrées concernent des personnes vivant encore ici. Et si ce que je soupçonne est vrai, elle pourrait expliquer pourquoi il s'intéressait tant aux manuscrits. Mais si je parle, cela pourrait ruiner des vies. Tandis que Miss Marple rentrait chez elle sous la lumière déclinante, elle réfléchissait à tout cela. Les fils commençaient à se nouer. Secret militaire, archives familiales, un mystérieux manuscrit. Et pourtant, il restait encore la question de l'encre sur le rideau et du sol remué près de la haie. Ces détails lui semblaient personnels, matériels, et pas seulement historiques. Le lendemain matin, une visiteuse inattendue
se présenta à la porte de Miss Marple. Madame Blake elle-même. Elle entra d'un pas décidé, l'air résolu. « Miss Marple, je n'ai pas pour habitude de me défendre devant des inconnus, mais je crois que vous êtes peut-être la seule personne dans ce village à vouloir m'écouter sans préjugés. » Miss Marple posa son tricot. « S'il vous plaît, Madame Blake, dites-moi ce qui vous préoccupe. J'avais connaissance de ce manuscrit avant de venir ici. » commença Madame Blake. « Il appartenait, au moins en partie, à la famille de mon défunt mari. C'était un spécialiste d'histoires obscures, et il croyait que le manuscrit contenait la preuve d'une trahison pendant la guerre. Il est mort avant de le trouver. Je pensais que M. Lennox le détenait peut-être, mais lorsque je lui ai parlé, il semblait méfiant, voire effrayé. « Tu as peur de toi ?» demanda doucement Miss Marple. « Non. Il avait peur de quelqu'un d'autre. Il a dit avoir reçu des avertissements selon lesquels il y aurait des conséquences s'il révélait le contenu. Il n'en dirait pas plus. Le lendemain matin, il était mort. » Miss Marple l'observa un instant. « Et pourquoi ne pas le dire à l'inspecteur ?» Les yeux de Madame Blake s'assombrirent. « Parce que je sais ce que ça pourrait donner. Un lien familial opportun, un motif personnel, non, j'ai préféré me taire. » Après son départ, Miss Marple resta un moment assise dans son salon, à réfléchir. Le récit de Madame Blake sonnait vrai, ou du moins celui d'une personne qui cherchait désespérément à être crue. Pourtant, l'évocation d'une trahison en temps de guerre collait trop bien avec les affirmations du colonel Hartnell pour être écartée. Plus tard dans la journée, Miss Marple traversa High Street et entendit Madame Price Ridley raconter au boucher que Miss Farrow avait été aperçue à Much Benham le lendemain matin de la mort de M. Lennox, portant un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. L'observation était anodine, mais dans le contexte d'un manuscrit disparu, elle ne pouvait qu'éveiller les soupçons. Le soir venu, les spéculations reprirent de plus belle, l'attention se déplaçant subtilement de Madame Blake vers la jeune institutrice. Le colonel Hartnell, entendant une conversation au bureau de poste, déclara haut et fort que tous devaient être interrogés sous serment. Depuis son banc de jardin, Miss Marple sentait presque les fils de la toile se resserrer. Le tueur, quel qu'il soit, observait ce chaos grandissant, se contentant de laisser le village pointer, ses doigts accusateurs, dans toutes les directions, sauf la sienne. Elle repensa aux mots écrits sur ce papier jauni. « Minuit le dira. » Ce n'était pas une menace, soupçonna-t-elle maintenant, mais une promesse, adressée à quelqu'un de précis, quelqu'un qui en comprenait la signification. Et tant qu'elle n'aurait pas découvert qui était cette personne, la vérité resterait cachée dans l'ombre de Saint Mary Mead. Le lendemain matin, la conversation de Miss Marple avec Madame Blake commença de façon assez innocente. Le village s'agitait sous un ciel doux et ensoleillé, de ceux qui promettaient une journée chaude sans le silence pesant du plein été. Les commerçants balayaient leurs portes, la cloche de la poste sonnait par intermittence, et le vicaire était aperçu en train de tailler les haies près de l'église. Pourtant, en milieu de matinée, le rythme habituel fut perturbé par une nouvelle qui se répandit plus vite que n'importe quelle rumeur de jour de marché. Un nouveau cambriolage avait eu lieu au manoir. Ce fut Madame Bartlett qui porta la nouvelle à la porte de Mademoiselle Marple, essoufflée par sa course dans le chemin. On dit que c'est arrivé au petit matin. L'agent a trouvé la porte-fenêtre du bureau, de nouveau ouverte. Un tiroir du bureau avait été forcé, et cette fois, l'inspecteur Graves affirme que quelque chose a bel et bien été volé. Miss Marple l'invita à entrer et servit du thé, laissant sa voisine parler.
D'après le récit de Madame Bartlett, l'intrus semblait savoir exactement où chercher. Le tiroir du bureau contenait un dossier de correspondance, des lettres que M. Lennox avait reçues quelques semaines avant sa mort. L'intrus les avait fouillées, laissant le tiroir en désordre, mais emportant plusieurs feuilles. L'inspecteur est de mauvaise humeur, ajouta Madame Bartlett, et ce n'est pas étonnant. Il dit que le voleur était peut-être à la recherche de ces lettres depuis le début. Miss Marple sirota son thé pensivement. C'est curieux, n'est-ce pas, que l'on soit entré dans la pièce par le même moyen que la fois précédente. Si la police surveillait la maison, on pourrait s'attendre à une approche différente, à moins que, dit Madame Bartlett en se penchant en avant, le voleur n'ait pas peur d'être vu. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit au manoir, sous prétexte d'apporter un petit pot de confiture de fraises à l'agent Hughes, qui avait un jour exprimé son affection pour ces produits. Elle le trouva dans le jardin, visiblement désemparé. « C'est le chaos, Miss Marple, » admit-il. L'inspecteur Graves dit que cela s'est produit entre 2 et 4 heures du matin. Aucune trace de bagarre, rien d'autre n'a été touché, juste les lettres disparues. Les lettres avaient-elles de la valeur? Demanda Miss Marple. Pas en argent, je ne pense pas, répondit Hughes. Mais ils auraient pu être, disons, importants. L'inspecteur a dit qu'ils provenaient de différentes personnes, certaines à Londres, d'autres à l'étranger. L'un d'eux provenait même d'un employé du ministère de la Guerre. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Et Madame Blake était-elle parmi les correspondants? Pas à ma connaissance, répondit Hughes, mais l'inspecteur enquête. En quittant le manoir, Miss Marple prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, passant par High Street où elle croisa le colonel Hartnell, en conversation avec Madame Bantry. Il paraissait inhabituellement agité, élevant la voix juste assez pour qu'elle comprenne la fin de ses paroles. Et si ces lettres tombent entre de mauvaises mains, ce ne sera pas seulement mon nom qui sera en jeu. Le colonel la remarqua et changea brusquement de sujet, marmonnant quelque chose à propos du beau temps. Miss Marple, habituée à ce genre de dérobade, se contenta d'acquiescer poliment et poursuivit. Plus tard dans la journée, mademoiselle Amanda Farrow apparut à la grille de mademoiselle Marple. Elle était pâle et visiblement secouée. « J'ai reçu de la visite, » dit-elle à voix basse. « Un homme que je n'ai jamais vu auparavant. Il est venu à l'école pendant ma pause déjeuner et a dit qu'il voulait se renseigner sur l'inscription d'un neveu. Mais il m'a ensuite demandé si j'avais toujours les papiers. Quand je lui ai dit que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, il a répondu « Dites à tes amis du village que minuit est déjà passé une fois et que ce sera encore le cas. » Puis il est parti. Miss Marple la conduisit à l'intérieur et la fit asseoir avec une tasse de thé. « Vous ne l'avez pas reconnu du tout? » « Non. Il était grand, légèrement voûté, et portait un pardessus gris malgré la chaleur. Et sa voix, elle était basse, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me donnait la chair de poule. Lorsque Miss Marple lui demanda de le décrire plus en détail, Miss Farrow hésita. Il sentait légèrement la fumée de pipe, la même odeur que j'avais remarquée dans le bureau de M. Lennox. Miss Marple conserve précieusement cette information. Madame Bartlett avait déjà évoqué la fumée de pipe le lendemain du meurtre, et la revoilà, liée à un mystérieux visiteur proférant des menaces voilées. En début de soirée, la nouvelle du cambriolage avait poussé l'inspecteur à se livrer à une série d'interrogatoires. Madame Blake fut à nouveau interrogée, tout comme le colonel Hartnell. Même Madame Draycott, déconcertée et troublée, fut interrogée pour savoir si elle avait remarqué des étrangers à proximité du logement de sa cousine. L'atmosphère du village s'était épaissie,
et plus d'un foyer avait commencé à fermer ses portes à clé avant la tombée de la nuit. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, la lumière de la lampe éclairant son tricot. Elle ne pensait pas au suspect de l'inspecteur, ni au manuscrit lui-même, mais à l'étrange déroulement des événements. D'abord, M. Lennox était mort, apparemment sous le choc, une nuit où la fenêtre de son bureau était ouverte et où un colis avait disparu. Maintenant, quelqu'un était revenu dans cette même pièce pour voler ses lettres. Ce n'était pas le comportement d'une personne satisfaite de son premier vol. C'était celui de quelqu'un en quête de quelque chose de précis, de quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. Et une autre pensée, plus discrète, lui traversa l'esprit. Les mots « Minuit le dira » n'étaient peut-être pas un indice sur l'heure du meurtre. Ils pouvaient être un calendrier, un événement à venir. Le lendemain apporterait d'autres questions, d'autres regards attentifs dans la rue principale. Et peut-être, si l'instinct de Miss Marple était bon, un autre geste de la part de celui qui jouait ce jeu dangereux. Elle sentait la tension se resserrer, comme les derniers points d'un fil tendu, prêt, si on le tirait, à défaire tout le projet. Au lever du soleil, le lendemain matin, les derniers ragots, sur le second cambriolage, avaient pris un caractère familier. Des demi-vérités transformées en quasi-certitudes, des soupçons échangés comme des marchandises au marché. L'inspecteur Graves fut aperçu quittant le manoir, avant le petit déjeuner, le visage sombre, son carnet serré sous le bras. On disait que parmi les lettres volées, figurait une lettre portant un cachet étranger, mais personne ne parvenait à s'accorder sur l'origine. Certains juraient que c'était Paris, d'autres chuchotaient qu'il s'agissait de Madrid. Miss Marple écoutait ces récits avec sa douceur habituelle, mais son esprit s'orientait dans une autre direction. Le problème, selon elle, était que l'enquête de l'inspecteur était réactive. Il poursuivait des événements déjà façonnés par quelqu'un d'autre. Le tueur, ou du moins l'auteur des vols, contrôlait le rythme. Il était temps, décida-t-elle, de changer de rythme. Elle commença sa journée par une brève visite à Madame Bantry, portant un panier de groseilles fraîches. Autour du thé, elle parla légèrement de choses ordinaires, jusqu'à ce qu'elle glisse, presque comme une pensée après coup. « J'ai entendu dire par le bedeau que le curé envisageait d'organiser une messe en soirée, jeudi prochain, une sorte de commémoration. L'idée est d'exposer dans l'église des objets historiques du village pour l'occasion. Des documents, des livres anciens, ce genre de choses. » Madame Bantry, qui n'avait pas entendu parler d'un tel projet, fut immédiatement intriguée. Quelle merveilleuse idée! Et bien sûr, les gens en parleront. Vous savez comme les gens ne peuvent s'empêcher de se presser après une messe. Miss Marple sourit intérieurement. C'était précisément ce qu'elle pensait. En vérité, aucun événement de ce genre n'avait été confirmé. Du moins pas encore. Mais elle avait l'intention d'en créer un et de faire savoir, aux bonnes oreilles, que parmi les objets exposés figurerait un manuscrit rare découvert dans la bibliothèque du presbytère. Son appel suivant fut adressé à Madame Draycott. Dans le désordre distingué du salon du défunt révérend, Mademoiselle Marple s'exprima avec une nonchalance prudente. J'ai cru comprendre que le vicaire pourrait montrer certains des anciens documents paroissiaux la semaine prochaine. Un véritable atout pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Ce serait réconfortant d'avoir quelque chose d'intéressant à voir après tous ces désagréments. Madame Draycott, toujours impatiente de participer aux événements du village, promit de transmettre l'information à sa cousine, Madame Blake, et à tous ceux qu'elle rencontrerait. Cela nous donnera à tous quelque chose à attendre avec impatience, dit-elle, ignorant qu'elle venait de s'engager dans le petit plan discret de Miss Marple.
À midi, la rumeur commençait à se répandre discrètement dans les ruelles et les boutiques. Le colonel Hartnell l'apprit par Madame Bartlett, qui prétendait la tenir de source sûre grâce à Madame Draycott. Mademoiselle Amanda Farrow l'apprit en achetant du thé chez l'épicier. Le secret était jeté. Dans moins d'une semaine, une occasion se présenterait à quiconque souhaitait voir ou saisir un document précieux. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple se rendit au manoir, où elle retrouva l'agent Hughes de service. Elle lui parla chaleureusement de sa diligence, puis ajouta « J'espère sincèrement que l'inspecteur Graves assistera à la cérémonie la semaine prochaine. On ne sait jamais quand de telles réunions peuvent être instructives. » Le jeune homme, mi-intrigué, mi-curieux, promit de transmettre la suggestion. Miss Marple soupçonnait qu'il en parlerait sans vraiment comprendre pourquoi, et c'était exactement ce qu'elle comptait faire. Elle s'adressa ensuite au vicaire lui-même. Le révérend Samuels était un homme bienveillant, plus érudit que pasteur, dont l'air distrait faisait de lui une cible favorite des enfants du village. Il l'écouta poliment, proposer l'idée d'une messe du soir avec des reliques paroissiales. « Oh oui, je suppose que nous pourrions organiser quelque chose de ce genre », acquiesça Théil, même s'il était clair que l'idée ne lui était pas venue jusqu'à cet instant. « Je serais ravi de vous aider à organiser la cérémonie, » dit Mademoiselle Marple. « Je pourrais peut-être consulter la bibliothèque pour trouver des documents susceptibles d'être exposés. » Avec la bénédiction du vicaire, elle passa 1 heure dans la bibliothèque du presbytère, feuilletant registres et registres de service. C'est là qu'elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Un petit bout de papier, glissé dans la reliure, d'un registre de 1898. Le papier portait la fine trace d'un sceau, maintenant brisé, et un seul mot, écrit à l'encre délavée. Restauré. Elle l'étudia un long moment, se demandant s'il s'agissait d'une partie de la correspondance manquante ou simplement d'un mot oublié. Quoi qu'il en soit, elle le glissa dans son sac à tricot pour le conserver précieusement. De retour à son chalet, le plan était en marche. En quelques heures, la perspective d'une exposition publique de documents historiques avait été évoquée à suffisamment d'endroits pour que toute personne intéressée ou motivée par une urgence en soit informée. L'avantage d'un tel piège, songea Miss Marple, était qu'il ne nécessitait aucune confrontation directe. Les gens se dévoilaient lorsqu'ils pensaient qu'une occasion se présentait. Ce soir-là, alors que le soleil baissait et que les hirondelles volaient au-dessus des toits, Miss Marple était assise dans son jardin, tricotant sur ses genoux. De là où elle était assise, elle entendait le faible murmure des conversations qui parcouraient les haies. Quelque part dans ces voix, pensa-t-elle, se trouvait peut-être celui qui avait tué M. Lennox et volé son manuscrit, et peut-être celui qui lui avait rendu ses lettres. Les mots minuit, le dira lui revinrent alors à l'esprit. Peut-être ce minuit n'était-il pas encore arrivé, peut-être viendrait-il jeudi prochain, lorsque les portes de l'église seraient ouvertes, les lumières allumées, et que le village serait rassemblé autour d'une table de reliques tentantes. Et si c'était le cas, elle serait là, observant, écoutant, prête à voir qui ne résisterait pas. Le jeudi arriva avec cette sérénité trompeuse qui donnait l'impression que Saint Mary Mead n'était pas touchée par quoi que ce soit de plus inquiétant qu'un rosier envahissant. L'air était frais mais sec, le soleil se cachant derrière un léger nuage en milieu d'après-midi, projetant une lueur pâle et diffuse sur le village. Dans la rue principale, les commerçants rangeaient tôt, et dès 18 heures, les ruelles étroites étaient animées par le pas traînant des paroissiens se dirigeant vers l'église. De l'extérieur,
l'église Sainte-Marie-Mide n'avait guère changé. Son clocher trapu en pierre, le lierre rampant sur les murs inférieurs et son porche en bois à repeindre. Mais à l'intérieur, la nef était plus lumineuse que d'habitude, les bougies vacillant dans des bougeoirs en laiton poli et les lampes projetant de chaudes lueurs. Sur un côté, le curé et quelques assistants avaient en disposé une longue table recouverte de nappes blanches. Dessus, un assortiment de vieux registres paroissiaux, de recueils de cantiques aux reliures de cuir craquelé, de photographies défraîchies et de quelques curiosités du passé de l'Église. Parmi ceux-ci, bien en évidence, se trouvait un vieux livre relié en cuir que Miss Marple avait suggéré, un inoffensif registre de famille victorien qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque du presbytère. Ce n'était bien sûr pas le manuscrit lui-même, mais sa couverture usée et ses pages dorées sur tranches lui conféraient un air mystérieux. Pour quiconque était suffisamment curieux, il pouvait servir d'appât. Miss Marple arriva tôt et prit place au fond, d'où elle pouvait voir la table et la porte principale sans se faire remarquer. Elle avait soigneusement choisi sa place, son sac à tricot à ses pieds, et son expression affichait un intérêt discret, comme si elle attendait simplement le début du service. De là, elle pouvait observer les allées et venues avec aisance. Les premières à arriver furent Madame Draycott et Blake. La plus âgée s'avança précipitamment pour saluer le vicaire, tandis que Madame Blake se dirigeait vers la table d'exposition, son regard s'attardant un instant sur le livre relié en cuir avant de se détourner. Mademoiselle Marple remarqua son hésitation et la remémora. Le colonel Hartnell le suivit, marchant d'un pas raide, regardant par-dessus son épaule à plusieurs reprises avant d'entrer. Il ne s'approcha pas de la table d'exposition, préférant s'asseoir à mi-chemin de la nef, d'où il pouvait voir l'allée. Miss Marple voyait son regard se porter vers la porte à chaque ouverture. Mademoiselle Amanda Farrow entra discrètement, son regard parcourant l'église. Elle s'approcha de la table, se penchant sur les registres comme pour les examiner attentivement. Mais Mademoiselle Marple vit ses yeux scruter l'espace sous la nappe, comme pour y chercher quelque chose de caché. Lorsqu'elle se redressa, elle regarda vers le fond de l'église et croisa le regard de Mademoiselle Marple un bref instant avant de se détourner. Lorsque le vicaire commença son court office, la plupart des bancs étaient occupés. L'atmosphère était imprégnée de cette légère tension, cette attente qui caractérise parfois les événements communautaires dans les petits villages, mi-anticipation, mi-sens tacite d'un non-dit entre les participants. Miss Marple écouta poliment la lecture du vicaire, mais son regard continuait à vagabonder, observant chaque mouvement. Une fois les prières terminées, l'assemblée fut invitée à s'attarder devant les expositions. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, certains discutant amicalement, d'autres examinant les vieux documents. Mademoiselle Marple, toujours à sa place, observait les schémas. Madame Blake retourna à la table à 2 reprises, jetant chaque fois un coup d'œil vers la porte avant de s'approcher. Mademoiselle Farrow, quant à elle, semblait se tenir entre le colonel Hartnell et la table, comme pour la surveiller. Puis il y eut un léger bruit, mais révélateur. Un homme grand, vêtu d'un pardessus gris, entra, marchant légèrement voûté. Sa présence provoqua un léger frémissement dans la pièce. Mademoiselle Farrow se figea à mi-chemin. Le colonel Hartnell se raidit, et l'expression de Madame Blake se crispa un bref instant avant qu'elle ne s'efface. Le regard de Mademoiselle Marple s'éclaircit. « Voici, pensa-t-elle, le visiteur que Mademoiselle Farrow avait décrit. » L'homme longea la table, s'arrêtant brièvement devant le registre relié en cuir. Sa main plana au-dessus,
sans le toucher tout à fait, puis se retira. Il fit lentement le tour des présentoirs avant de reculer vers la porte. Personne ne l'arrêta, même si plusieurs regards suivirent son départ. Après son départ, la conversation reprit, mais le ton avait changé, plus calme, plus posé. Mademoiselle Marpleux attendit encore 10 minutes avant de se lever. Elle se dirigea nonchalamment vers la table, se laissant entraîner dans une discussion avec le vicaire sur la provenance d'un des recueils de cantiques. Tandis qu'il parlait, elle vit le colonel Hartnell s'approcher, le regard fixé non pas sur les recueils, mais sur le registre. Madame Blake s'approcha également, comme attirée par un fil invisible. C'est alors que les lumières vacillèrent, s'éteignirent un instant, puis se rallumèrent. Un léger murmure parcourut l'église, et le regard de Miss Marple capta le mouvement rapide, presque instinctif, de la main de Miss Farrow. Elle tendit la main vers le registre avant de s'arrêter et de se retirer brusquement, comme si elle avait été vue. L'instant passa, les conversations reprirent, mais pour Miss Marple, la soirée avait donné exactement ce qu'elle espérait. De petites réactions, à peine perceptibles pour un œil non averti, mais révélatrices pour quelqu'un qui comprenait la nature humaine. L'arrivée du grand homme en avait perturbé plus d'un, et la paille avait attiré non pas un, mais 3 suspects, chacun ayant sa propre raison d'approcher, sans vraiment toucher, le vieux livre inoffensif. Alors que la foule commençait à se disperser, Miss Marple prit discrètement congé. La fraîcheur de la nuit était un soulagement après la chaleur intérieure. Elle rentra chez elle à son rythme habituel, sans se presser, réfléchissant à ce qu'elle avait vu. La prochaine étape, elle le savait, serait de rapprocher ses 3 fils, pour voir s'ils menaient au même nœud, ou s'il y avait encore d'autres brins cachés dans le tissage. Quelque part derrière elle, la cloche de l'église sonna l'heure. 8 heures, minuit, pensa-t-elle, était encore loin, mais il approchait. Et lorsqu'il viendrait, elle comptait bien être prête. Le lendemain de la cérémonie, l'aube était pâle et brumeuse, ce genre de matinée qui étouffait les bruits et faisait paraître les haies plus proches. La soirée du vicaire avait été qualifiée de charmante réussite par la plupart des villageois, même si dans les recoins intimes des salons et par-dessus les clôtures des jardins, le ton était différent. Ceux qui avaient remarqué l'arrivée du grand homme au pardessus gris parlaient de lui avec prudence, comme si sa description même comportait un parfum de danger. Et plus d'un se demandait à voix haute pourquoi Madame Blake, Mademoiselle Farrow et le colonel Hartnell s'étaient tous autant intéressés à ce registre. Miss Marple, fidèle à elle-même, ne laissa rien paraître ruminer la question. Elle passa la matinée dans son jardin à tailler la lavande, et l'après-midi à appeler Madame Price Ridley, qui souffrait d'une toux légère mais persistante. Pourtant, derrière sa conversation polie, son esprit revenait sans cesse aux subtils indices de la veille. La main de Miss Farrow posée sur le registre lorsque les lumières vacillaient, le calme tendu des épaules de Madame Blake à l'apparition de l'homme au manteau gris, et les regards inquiets du colonel Hartnell vers la porte de l'église. Le soir, elle avait pris une résolution silencieuse. Le temps de l'observation touchait à sa fin. Si l'expression minuit désigne véritablement un événement à venir, alors il est probable qu'il se produise bientôt. Et si cela devait arriver bientôt, elle comptait bien être en mesure de le voir se dérouler. Ce soir-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte de rapporter le grand livre de la maison. Le révérend Samuel se l'accueillit chaleureusement, mais son attention fut bientôt absorbée par le choix des cantiques pour le dimanche suivant. Tandis qu'il s'occupait d'une pile de papier, Mademoiselle Marple en profita pour demander,
de sa voix la plus douce si quelqu'un d'autre avait posé des questions sur le grand livre. Le vicaire fronça les sourcils, pensif. Maintenant que vous le dites, oui. Le colonel Hartnell est passé hier matin, disant vouloir vérifier le registre pour une ancienne inscription commémorative. Et mademoiselle Farrow est venue plus tard dans l'après-midi, disant s'intéresser à la calligraphie. Étrange, n'est-ce pas, Jane, que les gens aient soudainement développé un tel engouement pour les registres paroissiaux. Miss Marple murmura quelque chose de vague, mais ses pensées s'aiguisèrent. 2 des 3 personnes les plus intéressées avaient de nouveau recherché le registre, même si elles savaient qu'il ne contenait rien de valeur, ce qui signifiait peut-être qu'elles cherchaient autre chose, quelque chose qu'elles pensaient pouvoir dissimuler dans ces pages. Quittant le presbytère, elle choisit un chemin détourné pour rentrer chez elle, passant par la grande-rue. Les lampadaires projetaient de douces flaques de lumière sur les pavés. Au loin, elle aperçut la silhouette de Madame Blake, marchant d'un pas rapide, la tête baissée. Elle s'engagea dans l'étroite ruelle qui menait à l'église, sa silhouette bientôt engloutie par les ombres. Miss Marple marqua une pause, ajustant son châle pour se protéger de la fraîcheur du soir. Il était presque 10 heures. Trop tôt pour minuit, peut-être, mais il n'était pas rare que ceux qui avaient des intentions secrètes mettent leurs plans à exécution, surtout s'ils craignaient d'être observés. Elle décida de la suivre, d'un pas assuré et sans ouate. Lorsqu'elle atteignit le portail du cimetière, Madame Blake avait disparu, mais une faible lueur jaillissait d'une des fenêtres de la sacristie. Mademoiselle Marple se glissa discrètement sur le côté, se tenant du côté le plus sombre du chemin. La fenêtre était légèrement entr'ouverte, et de l'intérieur, elle perçut un murmure de voix. « Ça doit être ce soir, » dit une voix de femme, « celle de Madame Blake. Si on attend, quelqu'un d'autre le prendra. » Une seconde voix répondit, basse et tendue. Miss Marple pensa qu'elle ressemblait à celle de Miss Farrow. « Vous êtes sûre qu'elle est là ?»« Oui, » répondit Madame Blake. « Il me l'a dit lui-même, caché à la vue de tous. Mais si on nous voit... » Le reste se perdit dans un mouvement soudain. Une ombre passa devant la lampe à l'intérieur, et la lumière s'éteignit. Miss Marple recula dans l'ombre, écoutant la porte de la sacristie s'ouvrir et les 2 femmes en sortir. Elles marchèrent rapidement vers le chemin menant derrière l'église, disparaissant dans la nuit. Plutôt que de les suivre, Miss Marple retourna vers le village. Elle en avait suffisamment entendu pour savoir que quelque chose se tramait. Quoi que cherchaient ces femmes, elle croyait que c'était caché à proximité. Et elles n'étaient pas seules. Une autre présence avait été remarquée dans la pièce, silencieuse pendant l'échange, mais visiblement impliquée. De retour à son chalet, elle s'installa dans son fauteuil près du feu, réfléchissant. Le mot minuit ne lui apparaîtrait plus comme une simple fioriture. C'était un repère, peut-être même une heure de rendez-vous. Le premier minuit avait été la nuit de la mort de M. Lennox. Le second pourrait être prévu pour ce soir, ou très bientôt. Et si c'était ce soir, il faudrait qu'elle soit en place avant que l'heure ne sonne. Peu après 11 heures, Elzuprimel retira son manteau et ressortit. Le village était silencieux. On n'entendait que l'aboiement lointain d'un chien et le léger bruissement des feuilles dans la brise. Elle se dirigea vers le cimetière, longeant prudemment la haie jusqu'à apercevoir l'entrée arrière. À 11h30, une silhouette apparut en direction de High Street. C'était le colonel Hartnell. Il se déplaçait avec une discrétion surprenante pour un homme de sa prestance, s'arrêtant de temps à autre pour regarder par-dessus son épaule. Quelques instants plus tard, Madame Blake émergea de la ruelle opposée
suivi de mademoiselle Faraud. Tous trois convergèrent vers la porte de la sacristie, leurs voix chuchotées et pressantes. Miss Marple resta immobile, le souffle lent et régulier. La porte s'ouvrit, les trois silhouettes se glissèrent à l'intérieur, et la faible lueur d'une lampe s'alluma. Elle ne s'approcha pas d'eux. Elle observa plutôt l'horloge de la tour, se détachant sur le ciel sombre. L'aiguille des minutes approchait lentement 12 heures. Ce qui allait arriver, soupçonnait-elle, arriverait alors, et alors, elle serait prête à voir lequel d'entre eux détenait véritablement la clé de la mort de M. Lennox. Les carillons lents et posés de l'horloge de la tour résonnèrent dans le village, chacun semblant épaissir l'atmosphère autour de l'église. Minuit était arrivé. De son poste d'observation ombragé près de la haie, Miss Marple observait la faible lueur dans la sacristie s'intensifier. Des silhouettes se déplaçant, leurs silhouettes se regardant, comme pour mesurer la confiance et la suspicion. À l'intérieur, la voix basse et saccadée du colonel Hartnell lui parvenait faiblement. « Nous avons peu de temps, montrez-le-moi. »« Je le ferai, quand je saurai que ce sera sans danger, » répondit Madame Blake d'un ton tendu, empreint d'un calcul prudent. « Si c'est bien ce que je pense, alors aucun de nous ne peut se permettre l'erreur. » On entendit le bruit du bois, sur la pierre, comme si on tirait ou soulevait quelque chose de lourd. La voix plus douce de mademoiselle Faraud suivit. « Il devrait être derrière. Il l'a dit. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, veillant à ne pas frotter la haie. La lumière de la lampe changea de nouveau, et elle aperçut l'éclat d'un objet métallique, peut-être le fermoir d'une boîte. Les trois personnes, à l'intérieur, étaient maintenant serrées les unes contre les autres, leurs ombres se fondant sur le mur. Puis, soudain, un bruit strident, un halètement, un trébuchement, puis le fracas d'un objet, heurtant le sol en pierre. La voix du colonel Hartnell s'éleva, dénuée de toute retenue. « Imbécile, vous l'avez laissé tomber. »« Je ne l'ai pas fait, » rétorqua mademoiselle Faraud. « Tu m'as poussé. » La lampe vacilla, tandis que madame Blake intervenait. Silence, tous les deux. « Écoutez, vous avez entendu. » Miss Marple l'avait entendu aussi. Le craquement faible mais distinct d'un pas sur le gravier devant la porte de la sacristie. Ce n'était pas le sien. Quelqu'un d'autre était là. Elle se rétracta dans une ombre plus profonde, au moment où la porte grinça. Une grande silhouette occupait l'embrasure, bloquant la lumière de la lampe. Un homme légèrement voûté, son pardessus gris reconnaissable même dans la pénombre. Le même homme qui avait perturbé l'assemblée lors de l'office du soir. Sa voix était calme, presque celle d'une conversation, mais elle était glaciale. « Tu m'as épargné la peine de regarder. Passe-moi ça. » À l'intérieur, personne ne bougea un instant. Puis le colonel Hartnell dit « Pourquoi le ferions-nous? Vous n'y avez pas plus droit que nous. »« J'en ai parfaitement le droit, » dit l'homme en gris. « Il était à moi avant la guerre. Il me l'a volé, caché. Lennox a promis de me le rendre, mais il a perdu son sang-froid. Vous avez vu ce que ça lui a coûté. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Miss Marple, attentive, perçut le léger frottement du cuir contre le cuir, comme si on sortait un objet d'un sac. Puis la voix de madame Blake, tendue par le défi. « Vous allez devoir me le prendre. » La réponse de l'homme fut sèche. « Si vous insistez. » Un mouvement brusque et soudain. La lampe bascula, sa flamme flamboyante avant de s'éteindre à nouveau. La sacristie s'emplit d'un bruit de pas traînant, d'un cri étouffé et d'une respiration rauque. Miss Marple, bien que toujours dehors, comprit à l'urgence soudaine des voix que l'équilibre fragile entre les trois, et maintenant le quatrième, avait basculé vers quelque chose de dangereux.
Puis, tout aussi vite, les bruits s'apaisèrent. La lampe se stabilisa. Le colonel Hartnell respirait bruyamment. La voix de mademoiselle Farrow tremblait lorsqu'elle dit « Vous lui avez fait mal. Il est juste essoufflé », dit madame Blake d'un ton sec. « Mais nous devons décider, maintenant, de la suite. » Miss Marple choisit ce moment pour agir. Elle sortit discrètement de sa cachette et se dirigea vers la porte de la sacristie, d'un pas si léger que personne ne le remarqua avant qu'elle ne parle. « Je pense, dit-elle doucement, qu'il serait peut-être préférable de laisser l'affaire entre les mains de quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel dans cette affaire. » 4 visages se tournèrent vers elle, la surprise et l'inquiétude se lisant dans leurs expressions. L'homme en gris se redressa, la main toujours agrippée au bord de la table pour garder l'équilibre. Les yeux de madame Blake se plissèrent. La mâchoire du colonel Hartnell se contracta silencieusement. Mademoiselle Farrow était pâle, au point de s'évanouir. « Toi, » dit sèchement l'homme en gris, « que veux-tu? » « Oh, rien de plus que pour éviter que la tragédie qui a frappé M. Lennox ne se reproduise, » répondit Miss Marple en s'avançant dans la lumière de la lampe. « Voyez-vous, j'observe et j'écoute depuis assez longtemps pour comprendre que ce qui se trouve dans cette boîte n'est pas simplement un morceau d'histoire, mais un savoir dangereux. Dangereux parce qu'il est profondément important pour chacun d'entre vous, mais pour des raisons totalement différentes. » Ils la fixèrent dans un silence tendu. Miss Marple poursuivit d'une voix douce mais ferme. La mort de M. Lennox n'était pas due à une dispute de propriété. C'était la peur que la vérité contenue dans ce manuscrit soit révélée. Quelqu'un le lui a montré, en tout ou en partie, cette nuit-là. Quelque chose dans ce manuscrit a suffi à lui faire perdre la tête. Le colonel Hartnell s'agita mal à l'aise. « C'est une supposition audacieuse, Miss Marple. »« Non, » dit-elle doucement, « c'est une déduction. Et c'est pourquoi j'ai fait savoir qu'un manuscrit rare serait exposé à l'église. Je voulais voir qui ne résisterait pas à l'envie de s'approcher. Et vous voilà tous ici. » Les mains de mademoiselle Farrow se crispèrent sur le bord de la table. « Vous pensez que l'un d'entre nous... » « Je pense, » interrompit Miss Marple, « que la réponse sera claire une fois que nous saurons exactement ce qui s'est passé ce soir. La vraie question est de savoir si vous me le direz avant ou après l'arrivée de la police. » L'homme en gris prit une longue inspiration. « Si la police voit ça, on est tous foutus. Peut-être, » dit Miss Marple, « ou peut-être que seul le véritable coupable le sera. Quoi qu'il en soit, c'est mieux que de laisser un autre minuit s'abattre sur une vie. » Pendant un long moment, personne ne parla. Puis madame Blake referma la boîte d'un claquement sec. « Vous avez raison, » dit-elle. « Ça s'arrête ici. » Miss Marple inclina la tête, mais intérieurement, elle savait que l'affaire était loin d'être terminée. Ils avaient peut-être convenu de s'arrêter ce soir, mais la vérité sur ce qui avait été découvert et l'identité de celui qui l'avait utilisé pour tuer restait voilée. Pourtant, elle savait aussi que les derniers fils étaient désormais entre ses mains et qu'avant la nuit prochaine, elle les nouerait en un nœud indémêlable. La sacristie semblait plus petite qu'un instant auparavant, l'air chargé d'odeurs mêlées d'huile de lampe et de tension. 4 paires d'yeux étaient rivés sur Miss Marple, certains sur la défensive, d'autres ouvertement hostiles, et 1 ou 2 laissait entrevoir une légère lueur d'inquiétude. Elle se tenait silencieuse, les mains gantées, jointes devant elle, comme si elle était au salon pour prendre le thé, plutôt qu'au milieu d'une confrontation nocturne. « Vous dites que ça s'arrête ici, » dit-elle, en regardant madame Blake, « mais je pense plutôt que ça s'arrête quand la vérité sera dite à voix haute. »
En attendant, le danger demeure. Elle porte lentement son regard sur chacun d'eux. Il faut commencer par le commencement, ou du moins, par le commencement pour Monsieur Lennox. Il a reçu un manuscrit, non pas une œuvre de fiction, mais un recueil de lettres et de documents, des archives de guerre, et là-dedans se trouvait le germe d'un scandale. Un scandale de trahison et de profit au prix de vies humaines. Le colonel Hartnell se déplaça mal à l'aise, son regard se portant vers l'homme au pardessus gris. Mademoiselle Marple poursuivit d'un ton doux. « Vous, colonel, aviez des raisons de craindre une telle révélation. Vous avez servi dans le même régiment que l'officier cité dans ses papiers. Cet homme a été décoré, mais les documents suggèrent qu'il est responsable d'une décision désastreuse, une décision qui a coûté des vies et que vous avez contribué à taire à l'époque. C'est absurde, aboya Hartnell, même si le ton tranchant de sa voix le trahissait. J'ai protégé la réputation de mes camarades, et le vôtre, dit doucement Miss Marple. Mais M. Lennox, qui se targuait de son sens de l'exactitude historique, aurait pu le publier quand même. C'est pourquoi vous l'avez interpellé la veille de sa mort, le mettant en garde contre sa conservation. La mâchoire de Hartnell fonctionnait, mais il ne disait rien. Elle se tourna vers mademoiselle Farrow. « Vous, ma chère, avez trouvé une entrée dans les registres paroissiaux, reliant une famille locale à la même affaire. Vous avez compris que si le manuscrit était découvert, ce lien le serait aussi. Et cela aurait détruit bien plus qu'une vie paisible à Sainte Mary Mead. C'est pourquoi vous êtes allé 2 fois au presbytère pour le rechercher. » Les mains de mademoiselle Farrow tremblaient légèrement sur la table. Je voulais juste m'assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et pourtant, a déclaré Miss Marple, les mauvaises mains étaient une question de perspective. Finalement, elle regarda Madame Blake. Votre raison était différente. Vous pensiez que le manuscrit avait appartenu à la famille de votre défunt mari, et vous le considériez comme un héritage injustement confisqué. Vous vouliez le récupérer. Monsieur Lennox vous a dit qu'il avait peur de ce qui arriverait s'il en révélait le contenu, et je pense qu'il avait raison d'avoir peur. L'homme au pardessus gris fit un pas en avant. Vous semblez avoir réponse à tout, madame. Mais qu'en est-il de moi? Miss Marple le regarda d'un air neutre. Vous n'êtes pas aussi mystérieux que vous le pensez. Vous êtes Henry Carston, ancien chercheur aux archives du ministère de la Guerre. Vous avez été discrètement congédié il y a quelques années après la disparition d'un dossier. Ce dossier était ce manuscrit. Vous l'avez retrouvé jusqu'ici, chez M. Lennox, croyant qu'il le détenait. Vous êtes allé au village à 2 reprises, la première fois pour le prévenir, la seconde pour tenter de le récupérer. Carston serra les lèvres, et pourtant, il est mort avant moi. Exactement, dit Miss Marple. Il est mort parce que quelqu'un d'autre est arrivé avant lui. On lui a montré une partie du manuscrit ce soir-là, suffisamment pour qu'il en comprenne les implications, et le choc a été insupportable. Il n'y a pas eu de lutte violente, seulement la conscience soudaine et bouleversante d'une trahison. Et c'est pourquoi il n'y avait aucune trace d'effraction. Il connaissait la personne qui le lui avait apporté. Son regard se reporta lentement sur le colonel Hartnell. « Vous, colonel, vous aviez accès à la maison. Vous y étiez déjà allé, et vous saviez qu'il travaillait souvent tard, fenêtres ouvertes. Vous avez pris le manuscrit, avec l'intention d'en retirer les pages les plus accablantes. Mais lorsque vous les lui avez montrées, espérant le réduire au silence par la peur, le choc l'a tué. Dans la confusion, vous avez pris la fuite, abandonnant le reste du manuscrit. Plus tard, vous, ou peut-être un complice, lui avez rendu les lettres qui reliaient ces événements. Le visage de Hartnell était devenu rouge,
ses lèvres pincées. Ce ne sont que des suppositions. Non, dit Miss Marple, c'est une déduction. Voyez-vous, j'ai trouvé une petite tache d'encre, ancienne, sur le rideau, près de la fenêtre de son bureau, la même que sur le manuscrit. Elle était à hauteur d'épaule, juste là où on aurait pu la frôler en se penchant par la fenêtre. Les gants de Mme Blake portaient une tache similaire, mais la sienne provenait d'avoir touché le manuscrit pendant le thé. Le véritable indice était la parcelle de terre remuée sous la haie, un endroit parfait pour passer un objet de la fenêtre au jardin sans être vu. Le sol avait la forme exacte qu'il aurait eue si une petite caisse ou un paquet y avait reposé. Les yeux de Hartnell se posèrent involontairement sur Carston, comme s'il se demandait s'il devait nier ou partager la responsabilité. Mais Carston se contenta de croiser les bras, l'air indéchiffrable. « Vous êtes revenu la nuit du cambriolage, » poursuivit Miss Marple, « parce que vous avez compris que la correspondance de Lennox pourrait prouver qui d'autre avait eu connaissance du manuscrit. Vous en avez trouvé une partie, mais pas la totalité. Et donc, ce soir, vous êtes venu terminer la tâche. Vous ne pouviez pas savoir que d'autres avaient leur propre raison d'être ici. » Le silence était absolu dans la sacristie. Même le tic-tac de l'horloge au mur semblait bruyant. Finalement, Madame Blake prit la parole. « Et maintenant, dit doucement Miss Marple, laissons l'inspecteur prendre les choses en main. Vous allez tous lui dire la vérité. Le manuscrit, ou ce qu'il en reste, sera remis aux autorités compétentes. Et peut-être, avec le temps, le passé sera-t-il enfin enterré. » Les épaules du colonel Hartnell s'affaissèrent. Les yeux de mademoiselle Farrow s'emplirent de larmes. Mais mademoiselle Marple ne savait si c'était de soulagement ou de résignation. Carston serra les dents, mais il ne dit rien. Miss Marple recula vers la porte de la sacristie, la voix calme. « C'est triste de voir comment le passé peut envahir le présent. Mais c'est encore plus triste quand les vivants portent leur fardeau sur eux. Monsieur Lennox est mort parce qu'il a trop bien vu ce qui avait été fait. Nous ne pouvons rien faire de mieux maintenant que de veiller à ce que personne d'autre ne partage son sort. » Elle les laissa là, la lumière des lampadaires se répandant dans la nuit, tandis qu'elle traversait le paisible cimetière. L'horloge venait de sonner 1 heure. Minuit avait bel et bien raconté son histoire, et elle, comme toujours, avait été là pour l'écouter.